Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de débuter ce conseil municipal du 23 septembre 2019, de nommer Madame Asselin comme secrétaire de ce conseil municipal. Merci, Monsieur le maire. Nous allons procéder à l'appel. Bernard Pierre Michel. Dordain Joël. Monnier Ange. Levent Bruno. Gondy Elisabeth. Berrier Jean-Roger. Blairon Marilyn. Coyer Damien. Thomson Valérie. Vincent Alain. Le Dieu Francis. Broquet Nathalie. Carlier Aimé. Vergueten Sandrine. Absent. Palis Claude. Beljouri Ali. Présent. Asselin Isabelle présente. Soissons Karine. Gazouani Waïda. Delbov Nicole. Lefebvre Frédéric. Bille Isabelle. Renoncourt Claude. Thorez Isabelle. Hernandez Pierre. Monnier Aliette. Tami Mehdi. Boudringuin Francis. Fournard Nadine. Ferrine Nicolas. Hénin Daniel. Berthiaud Philippe. Et Manard Sylviane. Merci. Je vous remercie. À vous faire part. Donc vous l'avez tous vu, donc l'installation d'une nouvelle conseillère municipale en la personne de Madame Sylviane Manard. Bienvenue au sein de ce conseil municipal d'Anzin. Modification de certaines délégations. Donc Monsieur Daniel Hénin sera conseiller délégué à l'insalubrité, au jumelage, au conservatoire de musique. Et Monsieur Claude Renoncourt sera conseiller délégué aux associations. Il y a la nécessité de nommer également un nouveau membre au sein du conseil d'administration du CCAS. On a repris le listing de mars 2014. Donc c'était la dernière personne qui était donc sur la liste unie pour réussir, qui devient membre du conseil d'administration du CCAS. Donc Monsieur Ledieu, qui est nouvel administrateur au sein du CCAS. Budget participatif. Donc un petit mot sur le budget participatif. Le résumé, 1724 votants. On était à peu près à 1000 l'année dernière. Donc les résultats, premier Aidons la planète, donc porté par les Detri Kids. Deuxième aire de jeu de la Verrie, donc porté par les habitants du quartier. Troisième, Stop Mégo, donc porté par le comité de quartier, notamment Monsieur Messager. En quatrième position, le théâtre de Verdure. Alors les trois premiers projets, c'est un budget de 40 000 €. Dans le budget, c'est 50 000 € de prévu. Le théâtre de Verdure, avec les 10 000 € restants, c'est impossible d'envisager quelque chose de correct. On a bien évidemment sollicité le comité de quartier et notamment Monsieur Renard, qui a accepté le principe de ne rien proposer malgré sa quatrième place et de reproposer probablement ce projet l'année prochaine. Par contre, donc le cinquième projet qui est Bien-être à Claudie, 22 000 €, qui est un aménagement de l'espace Colis de Noyette, aménagement donc de l'espace, on va dire de la maison, mais également des espaces extérieurs. Là, il est tout à fait possible de réaliser en tout cas une partie du projet, et il a donc été acté. Sont donc retenus Aidons la planète, aire de jeu de la Verrie, Stop Mégo et Bien-être à Claudie, avec un budget de 10 000 € pour aménager donc une partie de cet espace. De spécial sur le budget. Donc simplement dire que
Je voulais remercier et féliciter en tout cas le service politique de la ville, cohésion sociale, parce que c'est vrai qu'il y a eu un travail important qui a été fait en association avec les 2 jeunes services civiques dans un clic, qui a permis d'obtenir 1700 votants pour une commune où on est 14 000 habitants. C'est un ratio qui est vraiment très important par rapport aux autres communes où on met en place le budget participatif. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir pour les années ultérieures, voire à faire monter en puissance si on arrive à continuer à mobiliser autant de monde. Et je rappelle que pour 2019, il y a eu beaucoup de projets qui ont été proposés, donc c'est quelque chose qui intéresse nos concitoyens. Ensuite, haute communication, vous informez qu'un arrêté municipal a été pris ces derniers jours avec donc une interdiction de vente de protoxyde d'azote aux mineurs, mais également une interdiction d'utilisation sur le domaine public de ce protoxyde d'azote par les mêmes mineurs. On est dans l'obligation de mettre un certain périmètre, puisque légalement on ne peut pas faire la globalité de la ville pour que l'arrêté soit valide. Il y a donc 4 secteurs géographiques conséquents qui ont été mis en place. Tout ce qui est cité du Mont de la Veine, cité Talabot, élargie. Tout ce qui est du côté de Carpeaux et qui va jusqu'à la rue Kléber et donc avenue Anatole France et également la Verrerie. Un gros quartier également ensuite autour de la zone, on va dire le centre-ville, mais qui prend également une partie du boulevard Dampierre et qui vient jusqu'à la place Roger-Salengros et une partie également de tout ce qui est rue du Ruimet. Donc on a prémis la totalité de la ville, mais 80% on va dire. Voilà. Et c'est effectif puisque l'arrêté a été signé et validé en sous-préfecture le 19 septembre et donc il est en application depuis quelques jours et peut être appliqué par la police municipale et la police nationale. Autre information, le label Cité éducative, donc vous étiez au courant, donc 80 territoires étaient éligibles pour ce label Cité éducative. La labellisation a été donc obtenue le 12 septembre. Donc le côté un peu spécifique de notre candidature, c'est que c'est un dossier commun avec la ville de Valenciennes. 2 collèges sont concernés. Le collège Chasse-Royale et le collège Jules Ferry, en sachant que la tête de pont est le collège Chasse-Royale de Jules Ferry. Il y a une délibération qui est en lien avec le label Cité éducative, puisqu'il y a un recrutement d'un chef de projet dans le cadre de la mise en place de cette labellisation, puisque c'est une obligation de recruter un chef de projet pour mener à bien ce projet ô combien important. Je rappelle que c'est 100 millions d'euros pour 3 ans pour les 80 sites qui ont été reconnus. Donc, ce n'est pas une règle de 3, mais on peut espérer quand même qu'on ait donc une intervention financière conséquente. Et puis, il y a surtout un gros travail qui doit être mis en place. Pour le 12 novembre, pour donner une idée, pour le 12 novembre, on doit donner notre feuille de route pour les 3 ans, avec toutes les actions que l'on veut mettre en place, tout le budget qui doit être mis en place. Donc le délai est très contraint, il doit être mis en place avec les élus, donc il y a Mme Thompson qui est notre référente élue, les techniciens de la ville d'Anzin, de la ville de Valenciennes. Au niveau de la ville d'Anzin, je rappelle que c'est Julie Garbez qui est la technicienne qui suit ce dossier, avec les enseignants. Et c'est vrai que sur cette période-là, il y a les 15 jours de vacances de la Toussaint, donc vous voyez un petit peu le contexte très contraint. Le principe repose essentiellement sur une stratégie ambitieuse pour améliorer les conditions d'éducation dans les quartiers, autour de 3 volets: conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative, ouvrir le champ des possibles. La particularité sur le site Anzin-Valenciennes, c'est la tranche d'âge qui a été retenue de 0 à 16 ans. Projet bien sûr partenarial, comme je l'ai déjà évoqué, entre la préfecture, les services de l'État, la commune, l'éducation nationale, et les moyens qui seront dédiés, je l'ai évoqué, donc les 100 millions d'euros, et actuellement 100 000 euros qui ont déjà été ou qui vont être libérés, si je puis dire, dès ce mois de septembre, en tout cas pour le mois d'octobre, 100 000 euros pour pouvoir commencer à lancer en tout cas les prémices de ce gros travail qui est à effectuer sur donc le périmètre que je vous ai donc cité entre donc Chasse-Royale, du Temple, Saint-Va et donc le collège Jules Ferry pour la commune d'Anzin.
Bon, j'ai résumé un petit peu les principaux points. Donc les 100 000 euros, il y a 85 000 euros qui sont mis à disposition pour les communes, et notamment pour l'ingénierie du projet, puisqu'il faut recruter quelqu'un spécifiquement. Et puis le reste, c'est pour des actions notamment novatrices. Voilà. Ensuite, on évoque l'arrivée au niveau du service jeunesse, puisqu'on a vu le départ. Il nous faut une arrivée. Donc c'est Madame Canoine. Elle est où? Elle va se mettre debout, hein, Madame Canoine, qui est donc arrivée mi-août, le 19 août, qui remplace Sandrine de Striver au niveau donc, du service jeunesse, sous la conduite actuellement de M. Guénet de Vandeville, qui est donc le directeur des services à la population, et qui part officiellement le 1er octobre, puisqu'il a obtenu une mutation pour Traite dans le Var, où il essayait de partir sur ce secteur géographique depuis une petite année. Voilà. Donc, bienvenue donc, à Madame Canoine. Bonne installation. Vous êtes déjà depuis un mois, mais bon, il faut le temps de prendre en main un petit peu tout ce que met en place le service jeunesse. Et pour donc Monsieur Vandeville, c'est sa dernière semaine. Je tenais bien sûr à le remercier pour toutes ces années passées au niveau de la ville d'Anzin, hein, puisque ça fait presque 12 ans qu'il était à mes contacts, donc un collaborateur très proche. Et je tenais vraiment à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nos habitants et pour le temps consacré, puisque c'est vrai qu'il était... comptait pas ses heures, comme on dit, comme d'autres chefs de service, pour mettre en place toutes les actions que l'on avait amenées. En tout cas, donc, Guénel, un grand merci. Bien évidemment, j'aurais préféré que tu restes, mais les événements de la vie font que tu as décidé de quitter notre région, et je te souhaite en tout cas le meilleur pour ton nouveau poste, et puis aussi pour ton projet global, on va dire, sur ce nouveau secteur géographique. Ensuite, en communication, je voulais donner un petit mot, puisqu'il y a eu quelques communications sur la réorganisation des trésoreries principales, puisqu'est annoncée pour 2022 la fermeture de quasiment tous les bureaux de trésorerie principale. Je rappelle qu'on était déjà, il y a 4-5 ans, concernés. Mais là, on était moins nombreux, donc on avait moins de chances de maintenir cette trésorerie sur la ville d'Anzin, grâce à la mobilisation de tous, les élus, mais aussi donc, les syndicats et les habitants, puisqu'on avait fait signer une pétition, on avait réussi à ce que la trésorerie se maintienne sur notre ville. Alors il est bien évidemment qu'en fonction de l'évolution, on reste très vigilant. On a déjà eu des réunions avec les différents syndicats qui sont au niveau des finances publiques. J'ai rencontré hier Fabien Roussel qui me disait que le Premier ministre venait de prendre vendredi des positions qu'il faudra bien sûr vérifier, mais comme quoi qu'il n'y aurait pas de fermeture de trésorerie principale sans l'aval des maires. Et bien évidemment, il n'y aura pas mon aval sur cette fermeture. C'est un service public qui est en plein quartier politique de la ville, en plein QPV, et on a une population qui nécessite que les services publics restent sur la ville d'Anzin. Donc je tenais simplement à annoncer qu'on ferait donc le maximum avec, si nécessaire, l'appui de tous les élus qui sont d'accord sur ce principe, mais je pense que là on arrivera à faire l'unanimité, et avec les habitants s'il faut les mobiliser pour expliquer le non-sens que c'est de fermer cette trésorerie principale, même si on nous dit qu'il y a des trésoreries pas loin, je pense notamment à Valenciennes ou autre. Il y a quand même des problèmes de locomotion avec une trésorerie qui est un peu éloignée des transports en commun. Et je pense notamment à nos personnes âgées qui ont parfois nécessité d'aller sur des endroits où c'est pas très loin de chez eux, on peut les amener plus facilement et on peut rester en tout cas autonome pour accéder à cette trésorerie principale. Voilà, je voulais absolument dire un petit mot sur ce sujet. Ensuite, je crois que c'est la dernière communication pour ma part, c'est vous indiquer également, on avait été dans les villes où on avait une expérimentation sur les caméras pour les policiers municipaux. Donc je viens de recevoir dernièrement l'arrêté autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale pour la commune d'Anzin. 7 caméras individuelles sont donc autorisées. Courrier signé par le sous-préfet le 16 septembre. Donc ça m'est arrivé il n'y a vraiment que quelques jours. Et aussi donner l'information que bien évidemment la population doit être informée de cet état de fait, que les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois.
Voilà. Prochain conseil municipal, le 9 décembre. Et en communication, c'est vrai que c'est pas une question, c'est une petite communication. Monsieur Boudringuin m'a demandé d'avoir le droit à la parole pour une communication spécifique. Donc je lui laisse la parole pour sa communication avant d'évoquer le reste du conseil municipal, les décisions et les différentes délibérations. Monsieur Boudringuin. Oui, monsieur le maire, bonjour. Je suis là depuis quand même 3 mandats, je crois. Oui, moins que monsieur Dordain. Je pense que je vais démissionner. Je suis là pour faire le point. Et pourquoi? Avec votre aide, monsieur le maire, pour l'instant, je suis loin d'Anzin. Donc, vous l'avez fait assez remarquer que je ne suis pas souvent là. Je voudrais parler quand même des faits divers. Je suis triste de voir Anzin. Ça fait 3 ans et demi que je suis parti. Je peux vous dire que je suis triste de voir Anzin dans cet état. Alors, monsieur Boudringuin, si. Vous avez demandé la parole pour m'évoquer que vous allez. Oui, mais comme je n'aurai plus la parole après. Donc là, ce n'est plus une communication. C'est-à-dire que dans ces cas-là, si vous commencez à sortir des règles du conseil municipal, non. Vous deviez m'envoyer, si vous m'avez sollicité tout à l'heure sur le fait que vous alliez évoquer votre démission. Je vous ai donc dit que dans ces cas-là, c'était effectivement une communication. Ce n'est pas un point d'information qui nécessite, et monsieur, les autres élus, et notamment monsieur Ferring est bien au courant, qui nécessite que j'ai un courrier à un certain délai avant, puisque c'est les règles du conseil municipal. Et donc, s'il y a des interventions spécifiques, vous devez me solliciter minimum 48 heures, jour franc avant le conseil municipal, donc sans compter le week-end. Si vous partez sur une information qui n'est pas une information... Qui est bonne. Non, qui est une information que vous désirez communiquer sur le fait que vous envisagez de quitter le conseil municipal, votre information, vous l'avez donnée. Sur le reste du débat qui n'est pas en lien, ou alors vous intervenez lorsqu'il y a... voulais vous informer. Lorsqu'il y a une délibération... Je vois de loin maintenant. Lorsqu'il y a une délibération... je vous ai vu hier, donc on s'est vu hier. Bon. C'est vrai que vous êtes rarement là, et ça me semble effectivement logique aussi que quand on n'est plus sur le territoire, qu'on se pose la question de devoir quitter ou non, puisque... Je constate tout simplement que vous me coupez encore la parole pour la dernière fois. Je ne vous compte pas la parole, je vous dis simplement que vous ne respectez pas les règles de bienséance dans le cadre d'un conseil municipal. Il y a une règle, il y a un règlement intérieur. Si j'accepte une dérogation que vous ne respectez pas le règlement intérieur, dans ces cas-là, tout le monde va pouvoir intervenir n'importe quand, sur n'importe quel sujet. Il y a un déroulé, vous devez respecter le déroulé du conseil municipal. Si vous aviez une question à me poser, vous pouvez me poser la question. Monsieur Ferring, lors du précédent conseil municipal, m'a posé un certain nombre de questions. Il a pu intervenir sur les questions qu'il m'a évoquées en respectant le règlement intérieur. Vous ne respectez pas le règlement intérieur. Moi, j'applique le règlement et je suis là pour respecter et de mettre en place le règlement qui a été voté par tous. Je vous le rappelle, vous également, vous avez voté ce règlement intérieur en 2014. Donc voilà, votre communication est sur le fait que vous réfléchissez pour quitter le conseil municipal, comme je vous l'ai dit. Vous m'informez que vous quittez le conseil municipal si vous le décidez, et la personne qui était en 3e position sur votre liste vous remplacera de facto au prochain conseil municipal. Voilà. Puisque c'était l'information que vous vouliez nous communiquer, la communication est passée. Nous passons donc aux décisions qui ont lieu depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des décisions qui nécessitent des questions, décisions administratives? Madame Monnier. Oui, je souhaiterais savoir en quoi l'achat de places au VAFC, comment est un service à la population? Madame Monnier. On va reprendre toute l'histoire alors. En 2008, quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y avait effectivement des places qui étaient achetées au VAFC. Et à ma grande surprise, ces places étaient réservées quasiment uniquement aux élus. Ça me semblait complètement anormal et c'était quasiment attaquable, puisque c'est l'équivalent presque d'un abus de bien social, puisque les places sont achetées par la mairie, ce sont les élus qui en bénéficient. Donc depuis, tout a été mis en place, c'est géré par le service
jeunesse, sport. Il y a donc, je ne sais plus, c'est 40 places. Donc 40 places ont été achetées, c'est un package qui existe depuis 2008, depuis que je suis arrivé. On avait même 50 places à un moment donné. Pour des réactions budgétaires, on a dit 40 places. Donc il y a des packages qui sont achetés, 40 places sur des tribunes très basiques, sur les tribunes les places les moins chères. Et c'est distribué aux différentes associations. Donc il y a normalement un turnover, c'est le service qui gère. En fonction des actions qui sont menées avec les jeunes, des places sont données aux jeunes qui font les chantiers éducatifs, qui mènent certaines actions. Donc le quota de places est proposé donc, aux différentes associations et c'est géré, pour ne pas le nommer, par M. Cazou, qui est le responsable du service associatif. Et ces places sont gérées directement par le service associatif. Et il y a un turnover qui est mis en place avec essentiellement les associations qui en bénéficient. Et il suffit de solliciter le service. Donc soit il reste un certain nombre de places en fonction des places qui sont déjà distribuées, chantier éducatif ou autre, en fonction des places. Certaines places sont données également dans le cadre d'actions mises en place pour les ados, pré-ados, post-ados. Et donc Monsieur Cazou a les places et puis c'est lui qui fait la distribution des places aux différentes associations du territoire. Et puis c'est lui qui gère associations et les jeunes de la commune. Voilà comment ça fonctionne. Mais c'est là depuis, ce système-là est en place depuis 2008. Avant il existait, mais ce n'était pas tout à fait la même répartition. Monsieur Bounanguin. Oui, monsieur le maire, à 74 au service des finances, là, je vois 1 million d'euros de prêts. Et puis aussi au 86, au Crédit Agricole, 500 000 euros de prêts. Pourquoi faire des prêts à 6 mois des élections alors que vous dites que votre gestion est bonne? On voit que ça fait longtemps. Ce sera les anciens maires qui vont payer. On voit que vous êtes. Ça sera les prochains maires on voit que vous n'êtes pas venu depuis très longtemps, monsieur Boudringuin, puisque ça c'était validé et évoqué lors des précédents comptes administratifs sur tout ce qui est mis en place au niveau des investissements. Donc ce sont les investissements qui ont été actés, votés en 2018 pour 2019, parce que c'est fait que ça fait tellement longtemps que vous n'êtes pas venu, que vous vous rappelez peut-être plus que les comptes sont votés, enfin les budgets sont votés en décembre de l'année précédente pour justement mettre en place. Donc là, tout a été mis en place pour les finances. Je vous rassure, puisqu'on a fait un point lors du dernier conseil municipal sur les finances de la ville, nos finances sont plus que saines. Notre capacité de désendettement est de l'ordre de 2 années. Et même avec ces emprunts qui seront souscrits complètement ou partiellement, puisqu'il y a des emprunts ou des avancements de trésorerie qui peuvent être demandés, on restera sur fin 2019. On ne sera pas à 3 années de désendettement et beaucoup de communes voudraient avoir notre capacité de désendettement. Donc certes, on emprunte, mais on rembourse aussi des emprunts. Donc ça veut donc dire que même si j'emprunte 1,5 million, je n'oriente pas la ville sur la même somme. Donc ne vous inquiétez pas sur l'état financier de la ville, on a déjà fait le point largement lors du dernier conseil municipal, mais s'il faut le refaire lors du prochain conseil municipal, si vous n'êtes plus là, puis que c'est un nouveau conseil municipal qui est là pour qu'il soit bien au courant de comment se situent les besoins de la ville, il n'y a vraiment aucune problématique sur les financements que l'on a aujourd'hui. Je rappelle simplement, c'est qu'on a eu une politique d'investissement qui a été conséquente puisqu'on aura investi quasiment 26 millions d'euros sur ce mandat. 26 millions d'euros. Vous verrez le nombre d'emprunts que l'on aura fait pour ces 26 millions d'euros par rapport au nombre d'emprunts de subventions que l'on a été chercher au niveau des services de l'État, au niveau du département ou de la région, mais surtout les services de l'État, avec donc des services financiers qui vont chercher le maximum de financement. Et en plus, les taux d'emprunt sont très faibles en ce moment. Ce sont des taux qui sont très très faibles, avec des taux qui sont parfois même aux alentours de 1%, voire moins. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas endetter notre population au-dessus de ce qui est raisonnable, et on a des marges financières qui nous permettraient de faire encore quelques investissements et donc quelques emprunts, puisqu'on est en capacité de les rembourser sans aucune problématique. Et puis je vous rappelle quand même que ça fait plus de 10 ans que les impôts n'ont pas été augmentés sur la ville, et donc la gestion, je pense que
sauf sur cette année, mais de 2014 à 2018, même l'opposition, une certaine opposition, votait nos budgets ou nos comptes administratifs, considérant que la façon dont était gérée la ville était bien gérée. Donc il n'y a pas que le groupe Unis pour réussir qui votait les budgets liés à l'utilisation des finances publiques. Donc il n'y a aucune crainte à avoir sur ces financements et sur la nécessité d'aller par moment, effectivement, aller chercher des emprunts pour faire des gros projets. La salle de sport de la Bleusborn, plus de 4 millions d'euros d'investissement. La maternelle Carpeaux, 2 millions d'euros. Mais à partir du moment où on a les capacités d'investir, il faut le faire et en profiter, surtout si c'est pour nos habitants. Voilà, s'il fallait vous rassurer, mais je pense qu'il n'y avait que vous à rassurer dans ceux qui sont présents aujourd'hui. On peut passer aux délibérations. Alors, il n'y avait pas d'autres questions. Première délibération, donc élection d'un représentant au conseil de l'école maternelle du Mont-d'Anzin. Donc, normalement, c'est un vote au scrutin secret et la majorité absolue. Je vous proposerai de faire un vote à main levée si tout le monde en est d'accord. On fait un vote à main levée, tout le monde est d'accord. Nous proposons donc pour le conseil d'école maternelle du Mont-d'Anzin, Madame Sylviane Manard. Est-ce que vous proposez quelqu'un d'autre? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Merci pour elle. Je rappelle, c'est pas tout à fait une délibération sur table, mais quasiment, puisqu'on a une réunion avec les présidents de groupe mercredi. L'AGLO nous a envoyé un mail et nous a contacté mercredi, après avoir eu la réunion des présidents de groupe avec M. Hernandez, sur une délibération qu'il fallait passer, si possible, à ce conseil municipal. Donc c'est pour ça que je vous propose de rajouter une délibération qu'on vous a communiquée par mail ou qu'on a apportée chez vous pour que vous ayez les informations avant ce week-end, pour passer donc la 14e délibération qui concerne le PNRQAD et notamment un avenant sur un basculement, notamment, on l'évoquera, de l'île d'Aubresse d'Abancourt, du PNRQAD vers le NPNRU. Donc, mais je voulais simplement aussi valider le fait que vous acceptiez qu'on passe cette délibération en complément des 13 qui vous avaient été envoyés initialement. Deuxième délibération, voilà, je vais laisser la parole à M. Dordain. Délibération classique tous les ans. J'aime bien qu'on confirme notre soutien à la Journée mondiale du refus de la misère. Monsieur Dordain. Merci, Monsieur le maire. La Journée mondiale du refus de la misère est commémorée chaque année depuis 1987, année où, à l'appel de Joseph Wrezinski, des milliers de personnes de tous milieux se sont rassemblées sur le parvis des droits de l'homme à Paris pour affirmer « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Le 17 octobre est reconnu Journée internationale par l'ONU depuis 1992. Tous les ans, l'association Été des Quart-Monde sollicite les communes afin qu'elles délibèrent pour susciter chez leurs concitoyens une réflexion sur la nécessité de lutter contre la grande pauvreté. Cette année, marquée par le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est donc l'occasion de souligner ce 17 octobre que nous avons besoin d'agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté. Il s'agit donc de réaffirmer avec force que la grande pauvreté est une violation des droits humains et qu'ils ne peuvent être effectifs sans la mobilisation de tous. En France, trop souvent encore, les droits sont bafoués pour de nombreuses personnes. Ce décalage entre la loi et la réalité est insupportable et nous savons que la mobilisation de tous est essentielle pour que ces droits deviennent une réalité. Au-delà des actions concrètes portées par le CCAS pour atténuer les effets de la crise, dont sont victimes les Anzinoises et les Anzinois les plus fragiles, la municipalité souhaite apporter son soutien symbolique et exprimer formellement son engagement pour cette journée. Sur cette base, il est donc proposé de bien vouloir délibérer favorablement pour acter le soutien et l'engagement de la ville d'Anzin pour cette journée mondiale du refus de la misère, le 17 octobre 2019. Merci. Y a-t-il des interventions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La troisième délibération concerne le CIRB.
syndicat d'assainissement de la région Anzin, Rennes, Beuvrages, Aubry, Duéno, Petite Forêt. Donc, rapport sur le prix, la qualité de l'eau, activité assainissement année 2018. Donc, c'est Monsieur Ledieu, qui est vice-président de ce syndicat, qui va nous faire un petit résumé de ce rapport d'activité. Monsieur Ledieu. Merci, Monsieur le maire. Lors de sa réunion du 20 juin 2019, le SIARB a pris connaissance du rapport établi par le fermier et la société Eau et Force, retraçant la gestion du service de l'assainissement en 2018, ainsi que les opérations effectuées pour assurer le bon fonctionnement et la qualité du service public. Conformément aux dispositions de la loi 95.101 du 2 février 1995, au décret d'application 95.635 du 6 mai 1995, M. René Cher, président du syndicat, nous fait parvenir le rapport annuel du service public d'assainissement pour l'année 2018 et nous invite à mettre ce rapport à la disposition de l'ensemble des conseillers municipaux pour information. Celui-ci est consultable au secrétariat général de l'Hôtel de Ville. Sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur le rapport sur le prix et les qualités de l'eau, activité assainissement pour l'année 2018 du SIARB. Bon, on pourrait rappeler quelques chiffres. Le SIARB assure l'assainissement d'un équivalent de 43 200 habitants, hein, c'est un chiffre théorique, pour un volume d'eau traitée de plus de 2 300 000 m3. On peut dire aussi qu'il y a donc 16 000 clients raccordés, que nous consommons pour ces 5 villes 1 474 000 m3 d'eau, et que la taxe de la part du syndicat n'est toujours pas augmentée depuis 8 ans, je crois. Elle est toujours à 0,90 le mètre cube. Merci, Monsieur Ledieu. Le document est bien sûr consultable au secrétariat général de l'Hôtel de Ville, pour ceux que ça intéresse. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Donc, voté à l'unanimité. La 4e délibération, c'est l'action parentalité CAF autour de l'imaginaire et de l'art créatif, fonds REAP 2019. Monsieur Levent. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'action parentalité donc, autour de l'imaginaire et de l'art créatif donc, qui nous permet de solliciter les fonds REAP. Donc, REAP, hein, c'est le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Donc, en fait, depuis 2014, le service politique de la ville propose aux Anzinois des actions de parentalité. En 2017, cette action autour de l'imaginaire et de l'art créatif a été mise en place pour renouer les liens parents-enfants, apporter un soutien aux parents en difficulté, lutter contre l'absentéisme et les difficultés scolaires des enfants, mais aussi contre les problèmes psychologiques et psychomoteurs. Cette action prend la forme d'ateliers d'art-thérapie ayant lieu 2 fois par mois, le lundi, de 16h30 à 18h30 à l'île aux enfants. Ils sont ouverts aux parents et à leurs enfants demeurant sur le territoire d'Anzin, repérés par notre médiatrice scolaire et une majorité donc, de ces participants issus des quartiers en politique de la ville. Il s'agit d'un appel à projet auquel nous répondons. Hein. C'est une action en fait, qui est intégralement financée, puisque dans le plan de financement, même si le coût total est de 5 200 €, la part CAF de 4 800 € est prise intégralement sur la partie qui concerne les intervenants, et la part maudite, la restant à charge de la ville, concerne le petit matériel de dessin, puisque ce sont des ateliers de dessin, de coloriage, de modelage par enfant qui permettent de laisser s'exprimer les choses beaucoup plus facilement et lutter contre les blocages de l'inconscient et du subconscient. Donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter la subvention 4 800 € pour cette action autour de l'art imaginaire auprès de la CAF. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 5e délibération concerne l'opération cœur de ville ex-friche champion, vente de parcelles à société HDF Construction. Monsieur Berrier. Merci, monsieur le maire. Donc, en septembre 2017, nous avions validé la programmation de logement et le rachat par la société SIGH d'une opération accession abordable et accession sociale.
de façon à bénéficier de la minoration foncière à la cession convenue dans les conventions opérationnelles avec l'EPF. Le projet qui a été baptisé les loges du théâtre comportait 24 lots, 22 lots pour le logement et 2 lots pour les cellules commerciales, une exigence que nous avions imposée aux promoteurs à chaque fois pour avoir une continuité commerciale. Donc SIGH n'a pas pu commercialiser plus de 50% des lots compte tenu des restrictions et des contraintes liées à cette accession abordable et accession sociale, où les revenus étaient trop importants, où les revenus n'étaient pas assez importants pour que les gens puissent acheter. Donc on vous a proposé au conseil municipal de septembre 2018 de racheter l'ensemble de l'opération pour pouvoir aborder d'autres promoteurs qui n'étaient pas des promoteurs sociaux d'eau. Donc aujourd'hui, un opérateur privé, HDF Construction, propose la création de 14 lots, donc toujours nos 2 logements en rez-de-chaussée pour continuité commerciale et 12 lots de logements. Donc on vous propose donc de vendre cette parcelle conformément aux estimations des domaines à 120 000 €, le prix qui avait été identique pour SIGH auparavant. Donc il y a plusieurs parcelles, AL 141, 142, 143, 153, 753 et 915. Bien entendu, il convient dans ces conditions de vente, comme c'est souvent le cas, d'émettre quelques clauses restrictives demandées par le promoteur, à savoir l'autorisation d'obtenir son permis de construire, s'il n'y a pas de carrière souterraine, de pollution avérée, et l'obtention de son prêt. Donc l'architecture qui a été reprise est identique à celle qui avait été proposée et retenue avec SIGH. Des informations qui sont affichées sur vos écrans. Donc le dépôt de permis a été effectué le 13 avril 2019. Il est en cours d'instruction, ne semble pas poser de problème particulier. Bien entendu, le promoteur attendra que la purge complète soit faite sur les recours des tiers qui interviendraient en décembre 2019. Un panneau de commercialisation sera installé dès la mi-octobre. Le démarrage des travaux est prévu mi-janvier 2020 pour une livraison en février 2021. Donc sur ce propos, donc je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à céder ces parcelles au profit de cette société et d'autoriser, Monsieur le maire, à signer tout document relatif à cette cession. Le permis de construire a été déposé le 13 août. 13 août. Monsieur Boudranguin. Oui, qu'a remboursé la ville à l'EPF? La somme de la ville qu'a remboursé à l'EPF? C'est dans les 300... 380 000. Donc, on a payé en 3 fois, puisque j'ai eu un premier paiement qui était au fois auparavant. Donc tout ça, ça avait déjà été évoqué lors des précédents conseils également. Donc la totalité des achats, de la destruction du champion et du traitement annexe lié à la démolition, c'est 550 000 € à peu près. Ceci étant, c'est comme dans toutes les opérations liées à des démolitions des friches par l'EPF. On paye toujours le résiduel. J'ai fait en accord avec donc, le PLH de Valenciennes Métropole pour pouvoir répondre aux attentes des logements qui sont sur notre territoire. C'est pour ça qu'on reprécise la valeur vénale, puisqu'il y a un coût effectivement pour acheter, pour démolir, et après on reprend le coût du terrain mis à notre disposition pour qu'il soit au tarif du prix au mètre carré que l'on mettrait en place s'il n'y avait pas eu ces éléments auparavant. Monsieur Boudranguin. C'est vérifiable sur le site de l'EPF? Ah non, mais de toute façon, c'est vérifiable sur les autres délibérations. Il y a déjà eu d'autres délibérations où on a racheté. Donc la dernière phase de rachat de l'EPF, ça a été noté, on a donné la date, il me semble. C'est le 24 septembre 2018. Donc sur les autres délibérations, et donc au niveau même de la ville, vous avez toutes les délibérations où apparaissent les règlements qui ont été faits au niveau de l'EPF, puisque tout ça est acté, et le service logement et les services financiers ont la convention. De toute façon, une fois qu'ils ont terminé, la convention, elle arrive à son terme, ils additionnent tout ce que ça leur a coûté,
Nous, on négocie, entre guillemets, parce qu'il y a des réfactions en fonction, si on y met des logements sociaux, si en fonction des capacités de la ville, de la richesse de la ville, enfin de nombre de logements sociaux, etc., que l'on peut avoir sur la commune, on peut avoir une baisse du coût de rachat. Et à partir de là, vous avez le montant total de ce que doit la commune au moment où on rachète le terrain. Donc cet élément-là, il est à l'EPF, vous n'allez pas avoir, si vous allez sur le site de l'EPF, vous n'allez pas trouver le document en accession libre. Nous, vous avez les documents accessibles, comme tout habitant, dans le cadre du conseil municipal et du déroulé du conseil municipal, quand a été acté le rachat de cette friche à l'EPF. Tout est acté et signé. Monsieur Ferring. Merci, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous parler des 2 cellules commerciales qui vont être destinées j'imagine, à la location pour installer de nouveaux commerçants sur notre commune? Est-ce que vous avez déjà des touches? C'est une opération privée. Ça veut donc dire que, initialement, SIGH devait donc faire 2 cellules commerciales, 22 logements. Ils ont laissé tomber. Les accords qui avaient été signés à l'époque sont caducs. Le nouvel investisseur, HDF, a contacté SIGH pour pouvoir avoir les coordonnées des personnes qui étaient intéressées, ceux qui ont été retenus, ceux qui n'ont pas été retenus. Donc tous ceux qui sont intéressés ou qui ont été intéressés pour acheter ou qui n'y étaient pas mais qui le deviennent, vont pouvoir donc recontacter le bailleur, donc le nouveau promoteur. Donc le promoteur, lui, a déjà quelques coordonnées. Et il y a d'autres personnes qui vont pouvoir le recontacter prochainement. C'est sûr que tant que la purge n'est pas finie, de toute façon, lui ne fera rien valider. Par contre, les panneaux vont être installés mi-octobre, donc d'ici 3 semaines, il y aura les coordonnées exactes pour recontacter donc le constructeur, le promoteur. Et puis, à partir de là, tous ceux qui sont intéressés pour venir sur ce site pourront recontacter le... Mais il y a effectivement plusieurs commerçants qui sont intéressés pour venir. Mais après, lui va revoir son tarif, puisque le projet est plus petit, il va faire quelque chose un peu plus qualitatif. Donc les tarifs vont être revus un peu à la hausse. Donc soit ceux qui étaient partants sur le premier projet le seront toujours, soit c'est d'autres qui n'ont pas pu ou sont arrivés trop tard par rapport aux engagements qui avaient été pris entre SIGH et les commerçants intéressés. Mais aujourd'hui, on peut se dire que ces 2 cellules sont plutôt très prisées. Merci. Mais il n'y a pas de fléchage. Après, c'est le constructeur qui choisira, je présume, en fonction peut-être du plus offrant ou du projet qui lui convient le mieux, à qui il vendra ces cellules commerciales, puisque ce ne sera pas de la location, mais de la vente. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Ensuite, c'est un gros pavé. Délibération 7, c'est le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable, on appelle le PADD. C'est vrai que la 6, on en parle tellement souvent que... La Courbaudrie. Cession de terrain, titre onéreux de grève, validation du prix de cession. Monsieur Dordain. Oui, on en a déjà beaucoup parlé. Pour mémoire, le conseil municipal du 24 juin 2019 avait validé le principe de cession des parcelles AH 4547, 868-870, 872, 874 et 1058, et partiellement 1059 avec servitude de passage sur cette dernière. Depuis, le cabinet Bon a effectué le nouveau plan de division tenant compte des servitudes et a réaffecté les numéros cadastraux. La cession porte donc sur les nouvelles références suivantes: achat 1080, 1058, 868P, c'est sur le plan derrière, 870P, 872, 45, 874 et 47. De même, un acquéreur potentiel s'est présenté et propose le rachat de l'ensemble de ce foncier au prix de 28 000 €. On vous demande donc ce soir de valider le nouveau plan de division tenant compte des servitudes et d'autoriser, monsieur le maire, à accepter la cession des parcelles de terrain, ainsi qu'à signer tout document relatif à cette cession. Il ne va pas le faire au ralenti non plus.
Il ne va pas le faire au ralenti. On n'attend plus que la délibération pour signer. Le notaire attend que ça passe, puisque c'est le notaire qui nous a recontactés, parce qu'effectivement, dans le cadre des servitudes qui sont compliquées sur cette parcelle, les langues, elles sont pas très... il fallait repasser une nouvelle délibération. Et donc on attend vraiment que ça passe et que ce soit validé avec la sous-préfecture pour signer la vente de cette parcelle. Il n'y a pas de questions. On a déjà tout évoqué cette parcelle, que j'espère que cette fois-ci, c'est vraiment la dernière fois qu'on la présente. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On attaque la 7e. Le groupe AV, débat sur le projet d'aménagement et développement durable PADD du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration. Et c'est M. Berrier qui va essayer de résumer, autant que faire se peut, ce document qui est relativement important pour tous, pour toutes les communes de l'agglo, qui donne un petit peu la vision sur les quelques décennies à venir. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, c'est un élément important puisque le plan d'aménagement et de développement durable, c'est la base, c'est le socle du futur PLUI du Valenciennois et dont la commune d'Orzin fait partie aujourd'hui. Donc, je vous rappelle brièvement la loi Elan et puis les dates qui ont été celles des délibérations de Valenciennes Métropole en avril 2018 et en décembre 2018, où les conseillers communautaires ont validé tous ces éléments de PADD. Je me permets de vous rappeler également que la superposition des différents documents d'urbanisme, le syndicat, le CIMOUV, a validé ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, au début du mandat, et obligation a été faite aux différentes agglomérations, puisque le SCOT couvre trois agglomérations exactement, 2 maintenant. L'obligation a été faite de mettre en place les PLUI. Donc le PLUI, c'est quelques années de procédure. Donc aujourd'hui, on aboutit au PADD, sur lequel Valenciennes Métropole, je vais reprendre un petit peu la présentation, on vous a mis le PowerPoint que j'ai exposé en commission de travaux. Donc le PADD se repose sur 3 axes. Les 3 axes, on vous les a cités dans la délibération. Le premier, c'est renforcer l'excellence économique et attractive de l'agglomération pour poursuivre le développement de l'emploi. L'axe 2, c'est le renouveler durablement avec les nouvelles dynamiques démographiques et urbaines. L'axe 3, c'est promouvoir une agglomération éco-responsable. Donc, 13 thématiques à concilier: les équipements commerciaux, la croissance économique, l'habitat, l'urbanisme, l'aménagement, l'équipement, les paysages, les loisirs, la santé, la protection des espaces naturels, le transport et les déplacements, les réseaux énergétiques, le développement des communications numériques. Donc sur l'axe 1 en particulier, est décliné en 4 orientations. La première orientation, c'est de conforter la compétitivité économique de l'agglomération. La deuxième, c'est de favoriser l'ouverture du maillage territorial du territoire pour les transports multimodaux. La troisième orientation, c'est maintenir une activité agricole dynamique. Et la quatrième orientation, développer l'attractivité de l'agglomération par le sport, la culture et la complémentarité entre différentes formes de tourisme. Donc moi, je vous invite surtout sur un problème qui est essentiel pour nous, à la page 9 du rapport qui a été présenté, pour parler des zones d'aménagement économique. Je vous rappelle que dans le PADD, il est prévu des extensions futures de 223 hectares de zones d'activité. Donc les principales sont repris, le PAV de Donin, l'Edimu à Marly, l'aérodrome, Bombardier, Technopole à Famars, Poléco à Bruay, la chaîne du Puy-à-Vic, le champ du Puy-à-Vic, le port de Prouvy-Rouvigny et le site Bataille. Donc l'espoir du PADD, c'est la création possible de 4500 emplois. Pour le reste, je pense que vous avez pu en prendre connaissance. Sur l'axe 2, concernant donc le renforcer durablement avec une nouvelle dynamique, la démographie, dynamique démographique et urbaine, l'orientation numéro 1, c'est d'affirmer une nouvelle ambition démographique. Le choix qui avait été fait par le SCOT à l'époque, c'était une augmentation, un espoir d'augmentation de 4,5% de la population du Valenciennois. Donc qui est toujours et qui figure d'ailleurs dans ce document. L'orientation numéro 2,
assurer un développement résidentiel équilibré et adapté. Je vous rappelle que le PLH a été adopté par Valenciennes Métropole il y a 1 an et demi maintenant, et beaucoup de projets de construction font référence au PLH. Et nous sommes concernés, nous notamment, par le PNRQAD sur une bonne partie du territoire maintenant, puisque l'ANRU numéro 2 est bien parti sur la partie de Telabon. L'orientation numéro 3, un développement urbain économique en foncier. Donc je ne vais pas reprendre un peu tous les détails qui ont été évoqués, le mitage territorial, l'extension des zones urbaines dans les zones agricoles. Donc l'objectif du PADD, c'est bien de limiter les extensions urbaines des zones agricoles. C'est bien de faire du recyclage aussi d'habitats sur la ville, c'est-à-dire reconstruire la ville sur la ville. Faire attention à ne pas dépeupler Jean pour rhabiller Jacques, donc et trouver des bons équilibres entre les différentes orientations d'habitat. Donc là-dessus, je vous invite à retourner sur le document, notamment à la page 17. Donc c'est accueillir 10 000 ménages supplémentaires pour atteindre environ 200 000 habitants en 2030. Donc je vous parlais des 4,5% de 2014 à 2030. Donc là-dedans, on évalue à peu près à 6 000 nouveaux ménages dans le cadre du desserrement familial, que ce soit pour des raisons de séparation ou des familles monoparentales d'origine. Et ensuite, 4 000 arrivées de nouveaux habitants. Bon, en commission, on a parlé des flux entre la métropole lilloise, le valenciennois, entre Douai et Valenciennes, entre Maubeuge et Valenciennes, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ces mutations sont à peu près équilibrées. Il y a presque autant de gens qui vont travailler à Lille que de gens qui viennent travailler dans le secteur. Donc le but du PADD, c'est d'en retenir un maximum sur le territoire de la commune. Donc ces 14 400 logements nous amènent à une production annuelle de 900 logements par an. Voilà un petit peu les objectifs de cet axe 2. Si on va sur l'axe 3, on est donc la promouvoir une agglomération éco-responsable. Donc une orientation de ce troisième axe, c'est valoriser le cadre naturel et agricole de l'agglomération. C'est préserver les identités paysagères et architecturales. Et le troisième, c'est aménagement du territoire en limitant les risques et les nuisances. Donc là, c'est la même chose. Si vous pouvez rejoindre la dernière partie de rapport qui a été présenté, on va parler du plan de prévention aux risques naturels, du plan de prévention aux risques miniers et des différentes zones relativement sensibles sur l'ensemble du territoire. Pour Anzin, je rappellerai quand même qu'on est concerné par la plaine du Jard, sur la partie de la Bleusborn, essentiellement, bien sûr, on est concerné aussi par les plans de risque minier et les plans de risque naturel. J'ai omis de vous parler quand même du choix qui avait été fait par le SCOT et qui a été repris dans le PADD, d'établir différents secteurs d'urbanisation. Nous avons l'hypercentre de Valenciennes qui est considéré comme la zone urbaine la plus dense. Autour de Valenciennes, c'est une première ceinture qui est considérée comme une zone urbaine moyenne. Et nous avons donc les autres parties du territoire qui sont considérées comme des zones urbaines, mais à développer sur certains secteurs. Donc l'agglomération centrale, on parle de 80 estimations maximum de l'urbanisation mixte sur l'agglomération centrale dont on fait partie, c'est 81 logements par an sur l'ensemble. Je vous rappelais qu'il y a eu un grand débat avec l'État, notamment sur les comptes fonciers, parce que l'État exigeait que chaque commune ait son compte foncier. Donc le Valenciennes Métropole et le SCOT ont défendu l'idée que le compte foncier appartenait à un ensemble de communes et que ça pouvait être réparti sur l'ensemble de communes. Ce qui va être un petit peu une contrainte pour l'avenir, notamment quand on va parler de nombre de logements à construire. Une contrainte pour nous, mais une contrainte pour toutes les autres communes. Voilà, Monsieur le maire, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour de ce problème et on revient à la délibération. Ce débat, il peut se construire autour de ce qu'on vient de dire. Anzin est peu impacté. L'ancien plan d'occupation des sols est à peu près identique à celui qui serait repris dans le PADD. J'ai dit en commission qu'il y avait des zones qui avaient des nouveaux noms, puisque maintenant, si on ne prévoit pas aujourd'hui des zones d'aménagement futures, on ne pourra pas les réinscrire dans le PLUI. Il faudra demander une révision. Une révision du PLUI, c'est plusieurs années de procédure.
et notamment aussi des zones qui sont maintenant dédiées à des équipements futurs. Donc ils sont inscrits dans le plan d'occupation des sols, il y a peu de changements. Et dernier point, l'instruction des permis de construire du droit du sol, puisque le PLUI va découler directement là-dessus, se fait toujours par les communes qui avaient un service instructeur, donc c'est le cas en Zun, c'est toujours les maires qui signent les permis. Pour les autres communes qui n'ont pas de service instructeur, c'est Valenciennes Métropole qui charge de l'instruction et chaque commune paye en fonction des demandes qu'il peut faire autour de Valenciennes Métropole. Donc sur ces bases, bon, on peut évoquer des différents sujets du PLUI et je vous demande d'autoriser également, Monsieur le maire, à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de cette présente délibération. Merci, Monsieur Berrier. Y a-t-il des questions, des interventions? Monsieur Ferring. Merci, Monsieur le maire. J'avais évoqué avec Monsieur Berrier en commission. Moi, ce qui m'incombe, c'est essentiellement ce qui incombe à la ville actuellement, les changements éventuels qui pourraient intervenir avec ce nouveau PLUI. Et je me posais la question de savoir si, en commission, on pouvait évoquer le fait que certaines situations sont parfois inconcevables. Je prends le cas des suppressions de stationnement, par exemple, qui sont très compliquées. J'ai eu l'occasion d'être sollicité, mais vous aussi, Monsieur le maire, j'imagine, dans des situations où des personnes ayant acheté un domicile veulent supprimer leur parking parce que c'est chez eux et que c'est leur propriété, qu'ils en font ce qu'ils veulent. Alors, ils arguent du fait, bien évidemment, que devant leur parking, il y a 2 places de stationnement, enfin, 1,5 à minima pour permettre la sortie de leur véhicule, que obligatoirement ces places seraient reconstituées sur le domaine public. Ce n'est pas ce qui est demandé dans le PLU, on est d'accord, que ce soit sur le domaine privé, sauf qu'ils arguent également du fait que dans un rayon de 300 mètres autour de leur domicile, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas de terrain pour pouvoir reconstituer un stationnement, il n'y a pas de garage en local. Enfin, d'ailleurs, si j'ai bien regardé, il faut en être propriétaire, mais il n'y a pas la possibilité de reconstituer un stationnement. Alors ces gens se trouvent face à un mur administratif et je voulais savoir est-ce que les pouvoirs du maire pouvaient éventuellement surseoir à certaines dispositions dans le nouveau PLUI. Alors, deux choses. La première, c'est réglementé par le règlement national de l'urbanisme. Ce n'est pas le fait du maire. Je vous rappelle que nous avons délibéré tout au début de mandat parce que, à l'époque, nous pouvions demander une compensation financière, ce que l'État a interdit. Donc les règlements ont été modifiés depuis. Donc nous sommes encore en position, et aussi au précédent mandat, il avait été décidé dans la révision du PLU qui avait été faite de ne plus demander de places de parking à proximité des stations de tramway. Vous voyez un peu l'embroglio qu'on pouvait avoir à ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est réglementaire. Et c'est réglementaire dans toutes les communes de l'arrondissement, y compris dans Valenciennes. Alors, des procédures pour pouvoir déroger à celle-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque même maintenant, on a même encore alourdi. C'était voté, à mon avis, il y a 3 mois. Les places pour personnes à mobilité réduite pouvaient être réglementées dans le cadre du Code de la route. Aujourd'hui, elles ne sont plus réglementées, c'est-à-dire une personne à mobilité réduite peut rester la journée entière sur cette place-là, gratuite ou payante, sans changement, alors qu'on a fait ça pour justement pouvoir faire avoir du turnover. Donc, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Par contre, on considère dans le droit du sol qu'une maison qui reste une maison d'habitation pour un foyer, que la situation dans laquelle elle ferait des transformations ne nécessite pas de place de parking supplémentaire. On demande des places de parking supplémentaires quand la personne ou le promoteur ou le bailleur transforme la maison en 3 logements. Alors, ce que vous évoquez pour les places de parking, vous l'évoquez pour les poubelles, vous l'évoquez pour les boîtes aux lettres, vous l'évoquez pour les branchements. Ça fait partie aussi des problématiques qu'on a. Combien de maisons qui ont été divisées en 4 ou en 5, où il y a 5-6 voitures maintenant en supplément, où il y a des poubelles qui sont en permanence devant. Donc ça fait des années qu'on se base sur ces sujets-là. Donc c'est très difficile. L'application de la loi, elle est contraignante, mais moi je pense qu'elle reste indispensable pour pouvoir maîtriser l'espace public. Voilà. Je comprends tout à fait qu'il y a des règles et qu'elles doivent s'imposer à tout un chacun, mais que répondre à ces gens-là?
dans ces cas-là. Parce que soit ils vont au tribunal administratif en essayant de démontrer que leur garage, c'est pas vraiment un garage parce qu'ils ne respectent pas les normes de surface au sol, par exemple. Mais je vous avoue que c'est compliqué, c'est des frais supplémentaires. Franchement, c'est des gens qui se trouvent dans des situations quasiment inconcevables, quoi. Alors, on leur conseille quoi, de déménager? Votre question, j'ai du mal à comprendre vraiment, parce que ça veut dire qu'on divise. Ah non, pas du tout, pas du tout. On divise rien. C'est des gens qui ont... Non, mais si vous évoquez le cas qui se trouve dans la rue Joubert du monsieur... On ne va pas donner de nom, on ne donne pas de nom. Hein. Ah bon? Peu importe le cas, il peut être n'importe où dans la vie. Non, quelqu'un qui a une maison, qui fait des transformations, s'il ne divise pas le logement, on ne demande pas plus de places de parking qu'avant. On n'en demande pas. D'accord. Bon, ben, il sera heureux de le savoir. Une maison parce que d'habitation qui est rebooté, on considère qu'il y a une place de parking. S'il divise en deux, ça nécessite une place supplémentaire. Non, pas du tout. Si. Enfin, c'est pas le cas en l'espèce, je veux dire. Quoi. Bon, ok. Bah, alors, on aura l'occasion. Il y a le cas particulier d'une habitation où le monsieur ou la... Enfin, je ne vais pas parler de cas particulier, on va généraliser. On peut très bien avoir un garage qui se trouve dans la construction. À l'époque, il y a eu un permis qui a été délivré pour transformer une pièce d'habitation en garage. Il faut un accord préfectoral, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on demande l'inverse. Donc ça veut dire qu'on supprime une place de parking et pas une place de parking, puisque si on veut supprimer l'entrée de garage, ça fait 3 places qu'il faut délivrer pour pouvoir répondre à cette personne. Si. Ouais. Ouais, on va les cas particuliers. On aura l'occasion d'en parler. Parce que si on commence chacun à évoquer le cas particulier qu'on connaît, on va être là pour le lendemain matin. Mais je pense que vous répondez par la négative, mais c'était est-ce qu'il y a la possibilité de déroger à certaines règles dans certains articles? La seule possibilité réglementaire, c'est que la personne obtienne une autorisation d'occupation d'un parking qui se trouve dans les 300 mètres. Et ensuite, quand on se trouve tout près d'un parking public, sous réserve qu'il y ait suffisamment de place, effectivement, on pourrait éventuellement déroger. Ce n'est pas le cas dans bien des rues dans un. Je vous remercie. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Donc, votez à l'unanimité. La 8e délibération. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a pas mal de mouvements au niveau des effectifs. Quand même signalé qu'en promotion interne, 2 agents ont eu un avis favorable de la commission administrative paritaire du centre de gestion. Il y a une revalorisation hebdomadaire d'un forfait pour une personne qui est au service petite enfance. Changement de filière, donc à leur demande, 2 techniciens de la ville ont eu un changement de filière validé par également la CAP du centre de gestion, et donc ces 2 agents intègrent le grade d'adjoint administratif. Au service des espaces verts, on doit recruter sur un poste, c'est quelqu'un qui a été la personne recrutée, une reconnaissance de travailleur handicapé. Il est donc proposé de lui mettre un contrat à durée déterminée d'1 an, conformément à l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 qui vaut stagiarisation pour les agents reconnus travailleurs handicapés. Suite au départ en service petite enfance pour une mutation à la crèche Les Petits Pousses, il faut donc absolument remplacer cette personne. Même chose, hein, sur certains postes, on est obligé d'ouvrir plusieurs grades parce qu'on ne sait pas à quel niveau elles vont être recrutées. Donc, mais maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Donc, c'est pour ça que parfois on supprime un poste, mais on en crée 4 en attendant d'avoir le recrutement définitif et on régularise après. Au service emploi, la responsable du service emploi fait valoir ses droits à la retraite et donc elle partira le 10 décembre. Même chose, recrutement qui a nécessité donc la création de plusieurs postes et la personne qui succédera donc à Madame Laboureau vous sera présentée au prochain conseil municipal. Pôle service à la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, le directeur du pôle service à la population nous quitte au 1er octobre. Il y a donc lieu de réaliser son remplacement. Vous avez donc les missions principales qui sont demandées et sur quelle filière et quelle catégorie donc on recrute pour ce poste. Patrimoine bâti, on a également une mutation du responsable patrimoine bâti. Même chose, il faut que l'on arrive à faire son recrutement. Il y a donc une ouverture sur plusieurs cadres possibles. Médiateur scolaire,
Les services de l'État nous ont fait savoir qu'on avait déjà un adulte relais qui avait été stagiarisé, titularisé. Les services de l'État nous ont fait savoir qu'on était toujours éligible, si on en avait besoin, d'avoir un poste adulte relais pour un médiateur scolaire. Donc, c'est une aide de 77% du coût financier, avec nécessité de recruter sur quelques critères, être âgé d'un minimum de 30 ans, résident dans un quartier prioritaire, obligatoirement, être sans emploi ou bénéficier d'un PEC. Le contrat donc, sera d'une durée de 3 ans renouvelable une fois et la rémunération est basée sur le SMIC horaire. Cité éducative, je l'ai évoqué en communication, nous sommes labellisés, on est donc dans l'obligation de recruter un chef de projet. C'était ou la ville d'Anzin ou la ville de Valenciennes, puisque ce chef de projet, bien évidemment, travaillera pour les 2 communes et pour nos 2 populations. En accord avec la ville de Valenciennes, il a décidé que c'était la ville d'Anzin qui procédait au recrutement avec une participation financière et une convention financière qui sera faite avec la ville de Valenciennes, 50-50. Contrat d'apprentissage au service financier. Service financier, c'est vrai que, vu toutes les missions qu'ils ont à mettre en place, c'est devenu un petit peu compliqué. Et on a donc un jeune qui prépare une 2e année de master administration publique. Donc c'est vrai que ce n'est pas tous les jours où on a quelqu'un qui se propose de faire un contrat d'apprentissage à ce niveau, qui est venu nous faire savoir qu'il pouvait être intéressé pour venir faire une mission au niveau de la ville d'Anzin. Donc on a validé ce contrat d'apprentissage qui vous est donc spécifié de façon un peu plus précise dans la délibération. Je pense que j'ai dit le principal, durée de la formation 1 an. Et vous avez donc toutes les créations de postes, les suppressions. Et je vous demande donc de bien vouloir procéder à la création de tous ces postes et à la suppression des autres postes qui sont mis sur la délibération. Y a-t-il des questions sur certains postes? Rien de spécial. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 9e délibération, c'est un avenant à la Convention 4 portant création du service commun numérique informatique qui a été évoqué il n'y a pas très longtemps, puisque c'est commun avec notamment l'Aglo, la ville de Valenciennes et Saint-Saulve. Et là, c'est l'instauration des tarifs pour la reprographie. Bon, c'est M. Coyer qui la présente, mais je pense que ça peut aller vite. Le but, c'est de faire une économie d'argent, bien sûr. Donc, la présente délibération a pour objet de valider l'avenant numéro 1 à la Convention cadre qui instaure les tarifs de reprographie. Cet avenant a été approuvé, je le rappelle, par le Conseil communautaire lors de la séance du 28 mai dernier. Le projet d'avenant reprend les tarifs de reprographie et joint en annexe. Vous pouvez voir un peu les coûts. Une photocopie noir et blanc, 5 centimes, par exemple. Et donc, sur ces bases, il est demandé au Conseil d'approuver l'avenant à la Convention cadre et d'autoriser M. le maire à signer cet avenant. Je pense qu'il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 10e délibération. C'est une demande de subvention du fonds ENR pour l'installation d'une chaudière bois au centre technique municipal rue Valdec-Rousseau. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Donc, la loi de transition énergétique a fixé à 23% en 2015 la consommation brute d'énergie et pour atteindre 23% d'économie jusqu'en 2020 et 32% jusqu'en 2030. Donc, après la 3e révolution industrielle, REV 3, la région du des Hauts-de-France a quant à elle pour ambition que les énergies renouvelables fournissent 100% des besoins énergétiques pour 2050. Donc, Valenciennes Métropole a souhaité encourager ces initiatives. Le pourcentage d'énergie renouvelable a été estimé à 6% de la consommation d'énergie en 2016. Alors, afin d'augmenter cette production d'énergie renouvelable, Valenciennes Métropole a mis un fonds ENR de 500 000 € à disposition des collectivités. Donc, je vous propose ce soir d'autoriser M. le maire à solliciter ce fonds d'ENR auprès de Valenciennes Métropole, sachant qu'on pourrait être subventionné sur les 50% de reste à charge, une fois la TVA déduite, avec une participation communale non inférieure à 30% du montant hors taxe. Donc on envisage de mettre une production de chaleur par biomasse, notamment donc chaudière à bois, sur ce centre technique.
Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 11e délibération, fourrière automobile pour la commune d'Anzin. C'est un choix de mode de gestion. C'est M. Berrier qui le présente également. Donc en annexe de cette délibération, vous avez le rapport qui a été établi par le service marché des différentes procédures qu'on aurait pu engager pour ce type d'exploitation. Donc la ville d'Anzin, par contre, avait chaque année lancé un marché et la dernière, la dernière entreprise qui avait été renue, c'était le garage de Remont pour une durée d'1 an et ça vient à échéance le 31 décembre 2019. Donc on vous rappelle les articles du Code général des collectivités pour pouvoir lancer ces procédures. Donc à la vue du rapport, par les différents modes de gestion ainsi que les caractéristiques des prestations que devra réaliser le délégataire, il est proposé au conseil municipal d'approuver le mode de la concession de services publics en affermage. Donc c'est-à-dire que c'est l'exploitant qui va prendre en charge toute la procédure du début jusqu'à la fin en rendant des comptes chaque année comme le font les différents syndicats sur cette structure. Donc sur ces bases, il est proposé d'adopter le principe d'une concession de service public par voie d'affermage pour la gestion de la fourrière automobile pour la commune d'Anzin pour une durée de 4 ans, d'approuver les principales caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles que définies dans la présente délibération, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à M. le maire et à son représentant d'en négocier les conditions précises conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales et d'approuver le lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue à l'article L. 1411-1 et suivant. Et d'autoriser M. le maire à effectuer toute diligence pour rendre le contrat exécutoire et pour son exécution, notamment à transmettre la présente délibération et tout document afférent à la aux représentants de l'État. Je vous rappelle qu'au dernier Conseil, on a élu une commission de consultation de services publics à ce sujet. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Sur le dernier Conseil, on l'avait déjà évoqué puisqu'on avait voté pour les membres de la CDSPL et de la CCSPL. Je ne reviens pas là-dessus. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 12e délibération, c'est la régularisation de dépenses de la régie du théâtre. Monsieur Coyer. Oui, ça remonte à 2009-2010. On avait constaté des dépenses pour 14 459 €. Et donc par ailleurs, le 17 décembre 2019, le conseil municipal avait validé le transfert du théâtre à la communauté de communes de Valenciennes Métropole. Ainsi, pour une question de disponibilité budgétaire, seuls 11 310 € sur les 14 459 de dépenses avaient été régularisés en 2018. Et donc là, il convient de ce fait de régulariser le solde, soit 3 149 € de dépenses restantes sur le budget de la ville, le budget théâtre ayant été donc dissous lors de son absorption au 1er janvier 2019. Et donc cette somme sera reportée en charge exceptionnelle sur le budget de la ville. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. 2 abstentions. Voté à la majorité. La 13e délibération, c'est la budget ville, la décision modificative numéro 2. Monsieur Coyer. Oui, donc cette DM numéro 2 s'établit en section d'investissement à 525 432 avec les opérations d'ordre et en section de fonctionnement à 34 855. Dans le détail, au niveau du tableau qui vous est fourni, donc en investissement, les dépenses réelles. Donc vous avez le report, deuxième paiement du cœur de ville reporté en 2020, donc c'est 143 000 € de moins dépensés. Une étude informatique pour 10 000 €. Ensuite, c'est un changement d'imputation au niveau des articles, au niveau des travaux informatiques, 45 000 qui basculerait de l'article 21 538 à l'article 20 51. Ensuite, vous avez l'ajustement du budget réhabilitation école maternelle Carpeaux pour 245 000 €. Alors cet ajustement est dû à la levée d'options pour un montant de 90 000 € qui concerne le préau et la clôture. C'est lié également à l'ajustement du coût de la maîtrise d'œuvre et du prix plus élevé constaté quand on a reçu les offres. Ça avait été évoqué en commission finance, monsieur Fering. Donc vous avez la réponse.
Changement d'imputation de la travaux de la façade mairie, donc 121 896 qui irait de l'article 2313 à l'article 21 311. Et un ajustement du budget pour le rond-point prévu, donc rue Pierre-Mathieu et rue du Commandant Fabry, 12 100 € de plus que ce qui avait été prévu lors d'un précédent conseil municipal. Pour équilibrer ces dépenses d'investissement nouveaux, il faut des recettes. Alors, ajustement de produit des amendes de police, moins 2188. Le report de la subvention DETR, l'hôtel de ville, reporté à 2020, moins 15 000. Par contre, donc, on a touché plus de FCTVA pour s'établir à 150 188. Je rappelle que le taux de FCTVA est de 16,40%. Voilà. Et donc, on pourrait constater qu'il n'y a pas du tout de recours à un emprunt nouveau par rapport à ce que M. Boudraguin avait évoqué tout à l'heure. Ensuite, en fonctionnement, ce qu'on peut voir, donc, les dépenses réelles nouvelles, donc ajustement du budget pour les kits scolaires qui ont été distribués ici à la rentrée, plus 1830 €. Une location de voiture pour les espaces verts pendant un certain temps, pour 1000 €. Réparation de la cage à marteau, 2325. La location de batterie pour des nouveaux véhicules électriques que nous avons achetés pour 2000 €. Le portail informatique de la médiathèque, donc location Archimède, 2700 €. Des travaux commis d'office au niveau de l'habitat insalubre, pour 7 000 € et un ajustement du budget de formation pour le personnel communal, plus 18 000 € de dépenses, ce qui nous les porte à 34 855. Et pour équilibrer ces nouvelles dépenses de fonctionnement, on a un ajustement du FPIC pour 7 004 €, le FCTVA en dépenses de fonctionnement 2 926, des recettes exceptionnelles qui sont liées à Web Enchères, donc tout le matériel obsolète qui est en fin d'amortissement de la ville est vendu sur Web Enchères. On a perçu là 9 025 €. Et les travaux commis d'office que j'ai évoqués précédemment, que nous retrouvons ici en refacturation aux propriétaires pour 7 000 €. Avec les opérations d'ordre, on arrive bien à un montant total au niveau fonctionnement de 34 855 €. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Ferring. Non, juste une intervention. Je reviens sur ajustement budget réhabilitation de l'école maternelle Carpeaux. Parce que M. Coyer dit que j'ai les réponses pas tout à fait. Il devait me revenir sur la temporalité entre la réception des offres et le vote du budget primitif. Et me dire si les offres avaient été reçues après le vote du budget primitif. Non, il faut être clair que moi aussi j'ai fait la remarque. Et le service finance aurait dû, au moment où on a reçu les éléments, quand on a ouvert les appels d'offres, on a d'abord fait, certains appels d'offres ont été rendus infructueux, certains lots. Rappelez-vous, on a dû repasser une deuxième fois parce qu'on considérait qu'on était au-dessus des estimations. On a donc relancé les appels d'offres, on a reçu les nouvelles appels d'offres qui étaient restés au-dessus des estimations. Et il fallait bien à un moment donné qu'on trouve les entreprises pour poursuivre le chantier en cours. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, il aurait dû y avoir un réajustement qui soit fait entre l'ouverture des plis et les services finances. Ça veut dire qu'on aurait pu faire une DM, soit DM numéro 1, soit le passer au budget, c'était tout juste. Mais c'est vrai que là-dessus, on a eu un manque de réactivité sur cet élément-là, parce que les levées d'options ont été actées au moment de la validation. Et c'est vrai que on pouvait soit ne pas lever les options, puisqu'on faisait une économie d'un petit 100 000 €, mais le préau entre l'école maternelle et l'école élémentaire est vraiment indispensable, et c'est ce qui permet de faire le lien sur un ensemble qui est aujourd'hui commun. C'est plus maternelle, élémentaire, tout est globalisé, et je pense que l'entrée étant commune, il fallait absolument qu'il y ait ce lien. Donc c'est pour sur les levées d'options, c'est moi qui ai expliqué en commission d'appel d'offres que même si ça dépassait le budget initialement prévu, que je voulais absolument que ça ait lieu et qu'on mettrait le budget en adéquation en face. Donc après, obligatoirement, la maîtrise d'œuvre, ça augmente un peu les frais. Et ensuite, il y a eu quelques ajustements au moment, effectivement, de l'ouverture des plis, lors de la deuxième lancée d'appel d'offres sur quelques lots qui avaient été infructueux, qu'ils étaient vraiment bien au-dessus des estimations qui avaient été faites par l'architecte. Donc il y a aussi eu une petite sous-estimation initialement de l'architecte qui nous dit que c'est le contexte où effectivement le bâtiment est reparti plutôt de façon assez forte dans la région, et les différents appels d'offres que l'on a lancés depuis, effectivement, généralement, les archis nous sous-estiment un petit peu le retour des appels d'offres. Même chose, j'ai fait comprendre à l'architecte que c'était pas le genre de choses, quels que soient les élus présents, qu'on aimait bien avoir. On préfère qu'ils nous disent ça risque d'être un peu plus et on réadapte un petit peu en fonction de nos budgets ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, que se retrouver avec des appels d'offres quand infructueux, puis le projet ne pourra pas sortir. Donc pour être clair sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on est un peu au-dessus du budget initial, mais qu'au moment des ouvertures de plis, on savait qu'effectivement on allait être juste et qu'on pouvait réajuster probablement avant cette date. C'est bon ?
On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. 2 abstentions. Voté à la majorité. Donc la 14e délibération que je vous propose d'évoquer ce soir, convention financière du PNRQAD, donc Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, signature de l'avenant de clôture et retrait de l'opération Îlot d'Aubresse d'Avancourt dans un. Monsieur Dordain. Par délibération du Conseil communautaire en date du 25 juin 2010, le projet PNRQAD de Valenciennes Métropole, mis en œuvre au sein des périmètres définis par le décret du 31 décembre 2009, a été déclaré d'intérêt communautaire. La convention financière PNRQAD a été signée par l'ensemble des partenaires financeurs, l'ANRU, l'ANA, l'État, la région et les maîtres d'ouvrage Valenciennes Métropole, les villes, les bailleurs sociaux. Et ça, le 12 février 2012. Un avenant 1 a été signé le 25 juin 2015 permettant l'actualisation des bilans et la scission de lignes d'opération. Un avenant 2 a été signé le 30 août 2018 pour acter les changements de maîtrise d'ouvrage consécutifs à la déclaration d'intérêt communautaire, prenant effet au 1er juin 2015, transférant ainsi plusieurs opérations des villes à Valenciennes Métropole, préciser l'opération commerciale de l'îlot Gambetta d'Hervaux à Vieux-Condé, créer une opération d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accession sociale et mettre à jour les bilans d'opération. Plus récemment, le conseil municipal du 24 juin de cette année a approuvé l'avenant 3 qui avait pour objet de proroger jusqu'au 31 décembre, la date limite d'engagement des subventions de l'ANRU, initialement prévue le 10 février 2019. Pour la ville, l'avenant de clôture annexé à la présente délibération a pour objet de retirer du PNRQAD l'opération Îlot d'Aubresse d'Avancourt, qui est aujourd'hui intégrée au nouveau programme national de renouvellement urbain à Blossborn, faubourg de Lille. Et pour rappel, cette opération a été déclarée d'intérêt communautaire, bien évidemment. Et sur ces bases, on vous demande d'approuver les termes de l'avenant de clôture à la convention PNRQAD et d'autoriser Monsieur le maire à signer le document. Merci. Y a-t-il des questions? C'est vrai que sur cette parcelle-là, on avait déjà évoqué un petit peu le pourquoi d'évolution des choses et notamment le transfert au niveau de l'agglo pour l'aménagement. On passe donc au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Le conseil est donc clos. Merci. Bonne soirée, bonne semaine. Et donc, prochain conseil 9 décembre, sauf obligation de faire un conseil municipal s'il y avait une délibération qui nous tomberait de je ne sais où, mais qui ferait qu'on ne serait pas dans la capacité d'attendre le mois de décembre. Sinon, prochain conseil, donc le 9 décembre. Il n'y a pas de signature.